Alors bonsoir, vous êtes sur le groupe Défendre les enfants pour les européennes 2024. Nous sommes le 25 mars 2024 et ce soir, je reçois Fabrice Oudiou. Alors Fabrice Oudiou, vous pouvez trouver sa fiche sur le site internet défendre-les-enfants.fr et sur sa fiche, on voit que Fabrice a 56 ans, il a 4 enfants, créateur de la marque Cycle Carbon Cycle, Ouais, et voilà, qui est de la famille Carbon Cycle. Ouais, tu me corriges si je dis des erreurs parce que je le lis en même temps. Membre ouais. actif dans la cause parentale depuis 2015, fondateur de l'association sportive 24 heures du Mans pour l'égalité parentale qui, avec l'aide d'avocats et de psychologues, propose un coaching personnalisé pour les parents en difficulté, tels les sportifs de haut niveau pour aboutir à leurs objectifs. L'analyse systémique et le projet de vie sont les deux sources principales de réussite dans tous les dossiers que nous pouvons traiter. En effet, ces paramètres étant utilisés par l'ensemble des acteurs de la justice, nous travaillons alors comme eux pour atteindre l'objectif désiré du parent. Alors, je précise, Fabrice est coureur d'élite dans les années 90, double champion de France de tandem 2001-2002 et sélectionné au championnat d'Europe. Voilà. Donc, je vois qu'on a déjà des spectateurs, c'est super. Et puis en plus, on a un petit peu préparé avant l'émission et j'ai plein de questions à te poser. Je pense que les spectateurs vont en avoir plein aussi. Et donc, tu vas pouvoir maintenant dire ce que tu fais par rapport au projet de vie, par rapport à l'accompagnement des parents après une séparation et dans l'intérêt des enfants. Voilà, à toi Fabrice. Alors bonsoir à tous. Donc effectivement, au sein de l'association sportive, comme l'a dit Luc, nous avons créé une structure, on va dire, d'accompagnement avec Samira. Donc ça c'est depuis 2015, et nous proposons un coaching pour les gens qui sont intéressés. Alors je dis bien coaching, hein, mais on n'est pas, nous ne sommes pas les parents, nous ne sommes pas les faisans. Des dossiers que nous traitons, nous accompagnons et nous proposons une solution qui fonctionne généralement et qui s'appelle le projet de vie. Le projet de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un élément que vous mettez en place pour l'avocat, pour le dossier que ce dernier va présenter au JAF. Ce projet de vie, il met en avant vos capacités parentales, il met en avant toute votre description en tant que parent, et il met en avant votre capacité parentale et ce que vous êtes en capacité de proposer pour une future résidence alternée, pour une future résidence exclusive, parce qu'il peut y en avoir, parce que, bien entendu, on est parent, mais le JAF, quand vous vous présentez devant lui, il ne sait pas qui vous êtes. Et donc ce document que vous mettez en avant, résume un peu qui vous êtes et ce que vous êtes en capacité de proposer. Mais ce projet de vie, il ne peut se faire en amont qu'avec une analyse de la situation que nous, on appelle une analyse systémique, qui fait remonter des difficultés que le couple a eues, pourquoi il s'est séparé. Et de ces éléments qui en ressortent, on trouve avec le projet de vie des solutions pour l'intérêt de l'enfant, pour que ce dernier puisse se développer en toute autonomie, qu'il ait sa liberté de conscience, parce que ce sont des éléments qui sont très, très importants, qu'il ait sa capacité de développement psychoaffectif et psychomoteur. Ces 4 points sont des points essentiels lorsque vous présentez le projet de vie. La posture de l'enfant. La posture, oui, ça, si tu veux le développer, vas-y. Non, en fait, ce que tu dis, c'est une façon d'expliquer que vous êtes un parent qui n'allait pas mettre l'enfant, ne pas faire adopter à l'enfant une posture sacrificielle. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas se retrouver dans une situation où il va devoir se sacrifier pour ses parents, parce que bien souvent, c'est ce qui est noté par les juges, en fait. Donc après, sur la... Ouais, vas-y, Luc. Ouais, je voulais savoir comment arrivez-vous à intervenir? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes contacté par un parent il y en a un qui va dire j'ai besoin d'aide, est-ce que vous pouvez venir m'aider pour aller devant le juge, ou est-ce que c'est le juge que vous contacte, ou est-ce que vous intervenez comme
dans les autres tribunaux de France. Je pense qu'ils font plutôt, ils contactent des associations de médiation, parce que je pense que c'est à peu près assez similaire à la médiation, c'est-à-dire histoire de faire travailler ensemble deux parents qui se séparent dans l'intérêt des enfants, pour éviter justement que ce soit l'enfant qui souffre de la séparation, quoi. Ouais. Alors, qui vous contacte? Ouais. Alors déjà, qui nous contacte? Alors, il y a des associations beaucoup plus connues. Hein, enfin, moi, je suis vraiment dans la cause parentale, je suis un petit électron. Hein, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus connus, des associations beaucoup plus connues qui nous contactent. On est actif sur le groupe Facebook Papa en colère. Et donc, moi, avec Samira, on distille nos conseils et on leur demande, voilà, est-ce que vous avez préparé votre projet de vie? Est-ce que vous avez fait votre analyse systémique? Est-ce que vous avez fait votre semaine hebdomadaire d'organisation? Et lorsqu'on évoque juste ces trois thèmes-là, on se retrouve avec des points d'interrogation partout parce que les gens nous disent, mais de quoi vous nous parlez? Donc, de quoi on vous parle? On vous parle de votre position de parent. Qu'est-ce que vous mettez en place pour faire comprendre au juge votre demande et pour qu'il puisse l'accepter? Donc, c'est des choses que l'on fait ensuite en message privé où les gens nous appellent, on leur donne des rendez-vous téléphoniques. Voilà, ça prend du temps, c'est très chronophage. Et voilà. Alors, il y a une question intéressante ici, là. Il y a une question qui est super intéressante. Donc, la posture de l'enfant, si on nous empêche le droit d'exercer nos droits, on fait comment? Un projet de vie et une analyse systémique. Et on se légitimise en tant que parent. Voilà. Et c'est en fait, si tu veux, Luc, voilà, si tu veux, Luc, dans le positionnement des parents, dans beaucoup de situations, on se rend compte. Alors, on va pas faire du systématisme, mais dans le groupe Papa en colère, il y a beaucoup de papas. Il y a aussi des mamans qu'on a reçues et que l'on a qu'on a légitimé en tant que parents. Et cette posture-là de parents légitimes, lorsque les gens prennent conscience qu'ils sont légitimes en tant que parents et qu'ils ne sont pas des parents de roue de secours, parce que bien souvent, des imposteurs. Ou même des imposteurs, tu te retrouves avec l'enfant qui est entre guillemets kidnappé chez votre parent, il n'a pas de contact, etc. Et le parent qui nous contacte, il me dit oui, mais tu comprends, elle m'impose mais elle n'a pas à t'imposer. Donc déjà, légitimise-toi en tant que parent dans ta tête et dans ton positionnement, donc dans tes réponses, dans tes écrits, dans ce que tu fais, dans ta posture au quotidien. Et de cette posture-là, lorsque tu crées ton projet de vie, elle se met en place tout doucement. C'est un long travail, hein. C'est un long travail parce que le coaching que l'on peut faire, il dure, pour certains, il dure 6-8 mois, le temps que la procédure se fasse, le temps que la procédure aboutisse. Il y en a certains qui sont plus réceptifs et tac, tout de suite, ça connecte et qui te disent ah ben oui, mais ça, j'avais pas pensé, effectivement. Et dès qu'ils ont compris le mode de fonctionnement, ça déroule, ça découle. Et on a même des gens qui ont présenté le projet de vie avec l'analyse systémique à leur avocat. Et leur avocat leur a dit, mais vous sortez ça d'où? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir plaider par rapport à votre cause, par rapport à la résidence alternée. Et les papas ou les mamans, ils ont récupéré la garde alternée alors que c'était mal engagé. Donc, c'est un document qui est vraiment, lorsqu'on le présente, qui répond à toutes les interrogations et à toutes les accusations. Alors justement, il y a une intervention là. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire quelque chose. Malheureusement, elles peuvent imposer. Certaines sont des stratèges et portent de fausses plaintes basées sur la violence. Ça, c'est le dossier de tout le monde. C'est le dossier de tout le monde, ça. Et de par le projet de vie, lorsque tu présentes un projet de vie, le projet de vie, lui, va répondre de façon systématique à ces stratégies néfastes. Parce que en fait, lorsque tu as fait ton analyse systémique, non, il va les démonter. Il va les démonter sans avoir à les pointer du doigt. C'est-à-dire qu'on va dire que tu as un parent maltraitant. Je donne un exemple tout bête. On va dire que tu as un parent maltraitant. Et bien, dans ton projet de vie, puisque toi, au fond de toi, tu n'es pas un parent maltraitant, tu es juste la personne qu'on accuse d'être un parent maltraitant.
Et ben, dans ton projet de vie, tu vas présenter, ben voilà, moi, lorsque j'ai mon enfant, je fais ci, je fais ça, je fais comme ça, à tel moment, à telle période, parce que ça va développer chez lui telle et telle compétence, telle et telle activité, telle et telle chose. Et ça, c'est hyper important. Et le juge, il ne peut que l'entendre. Il ne peut que l'entendre et ça répond sans avoir à dire, bah, madame, vous êtes une menteuse, vous m'avez accusé de telle et telle chose. Ça répond sans avoir à dire, vous êtes une menteuse. Regardez, monsieur le juge, je suis un parent compétent, j'ai écrit et je l'ai démontré ici. Ce que nous avons constaté, c'est que quand le projet de vie apparaît dans les conclusions le jour de l'audience, la partie adverse, ayant eu les conclusions la veille, se retrouve complètement déstabilisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas monté un projet de vie, elle a monté un projet à exécution. Donc, il y en a un qui arrive avec un projet de vie et l'autre arrive avec un projet de vouloir abattre l'autre. Et du coup, il y a un contraste qui se fait. Le juge, il se dit, mais elle est hors propos. Enfin, la personne qui vient pour donner des accusations, elle est complètement hors propos. Donc, du coup, le projet de vie, une fois qu'il est pris en compte par le juge, quand la maman dira, ou le papa, parce qu'il y a parfois des pères qui sont dans les accusations mensongères, quand le parent accusateur et pas honnête va arriver en portant des accusations, le projet de vie va être la démonstration par A plus B que c'est des accusations farfelues pour venir empêcher un parent de prendre sa place qui est légitime. Il n'y a pas besoin, si tu veux, dans le projet de vie, tu n'as pas besoin de démontrer que l'autre parent raconte n'importe quoi. Toi, tu te présentes en tant que parent légitime. Donc, comme tu es légitime et que tu apportes des éléments factuels de ta légitimité, et il y a des parents je peux t'assurer qu'on reçoit des parents, ils sont pas du tout légitimes en tant que parents. Ils se posent même la question de savoir s'ils sont des parents. Donc, quand tu te légitimises par rapport à ta position, que tu crées ce projet de vie, l'autre parent de l'autre côté qui vient dans l'accusation te disant tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère, tu as fait ci, tu as fait ça, tu démontres factuellement que toi, tu es centré sur l'intérêt de l'enfant, que tu mets en avant l'intérêt de l'enfant. Donc, le juge, il ne peut que être interpellé par ça. Voilà, là, tu veux bien lire ce qui est écrit, s'il te plaît? Alors, j'ai l'impression que le projet de vie, c'est surtout du bon sens, oui, aussi. On place déjà les parents comme défaillants dans cette posture. Est-ce que ce n'est pas inverser là encore la charge de la preuve? Non, en fait, à mon avis, je ne sais pas, je ne connais pas le prénom de la personne qui a formulé cette question. C'est Papa Jules. Ouais, Papa Jules, en fait, on ne peut pas. Enfin, si tu as l'impression que le projet de vie est contre-productif, je pense que nous ne nous sommes pas fait comprendre. On n'a pas utilisé les bons mots. On n'a pas la bonne manière de vouloir faire passer le fruit de notre travail, parce qu'alors du coup, on ne s'est pas fait comprendre. Le projet de vie n'est absolument pas un outil qui va nous présenter comme étant défaillant, certainement pas. Absolument pas, au contraire, bien au contraire. Bien au contraire, le projet de vie, il démontre que tu es un parent compétent. Bien au contraire, parce que le juge, c'est ce qu'il attend. Il attend de savoir qui tu es. Le juge, quand tu arrives devant le juge, que tu sois un père ou une mère, ne sait pas qui tu es. Voilà, tu as un côté qui va dire, lui, c'est un mauvais, c'est une mauvaise, et de l'autre côté, parce que c'est dans 99% des cas, ça se passe comme ça, et l'autre, c'est un mauvais, c'est une mauvaise. Donc, stop. Déjà, si toi, tu ne rentres pas dans cette configuration-là, de dire que l'autre est mauvais, que ça ne va pas, et que tu viens et que tu te centres sur l'intérêt de l'enfant, le juge, il va dire, attendez, il y a, comme vient de dire Samira, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y en a un qui vient parler de l'intérêt de l'enfant, qui propose quelque chose pour le développement de l'enfant, de sa capacité d'enfant à évoluer, à devenir un adulte, qui sera responsable et qui sera en capacité d'aimer ses deux parents. Et le juge, lui, c'est la seule chose qu'il attend. C'est la seule chose qu'il attend. Et tout ce qu'on peut dire que c'est mettre comme un parent défaillant, de se positionner comme un parent défaillant, c'est pas du tout ça. Bien au contraire. Alors, c'est qu'on s'est très mal fait comprendre si Papa Jules pense ça. Mais bien au contraire, on amène
encore une fois, je le disais tout à l'heure, en préambule de l'émission, lorsque tu es dans une équipe, tu es dans une entreprise, tu es un leader, tu as des employés, tu veux les rallier à ta cause pour vendre, je ne sais pas trop quoi, des courgettes qui sont bio, par rapport à quelqu'un qui vend des courgettes qui ne sont pas bio. Eh bien, il faut que tu proposes à ton équipe quelque chose qui les motive et qui viennent d'eux et qui viennent s'accrocher à cette proposition-là. Voilà. Parce que si tu n'es pas en capacité de dire à ton équipe, moi je propose ça et je propose, attends, je vais dire après. Moi je propose ça et que ton équipe ne vient pas derrière pour te dire, bah oui, monsieur, on n'est pas d'accord avec vous, ce que vous racontez, c'est de la merde, en parlant poliment, voilà. Ben, il n'apporte rien en plus-value. Il peut ne pas être d'accord. Donc, en fait, le parent peut ne pas être d'accord avec le projet de vie. Mais il va falloir qu'elle se justifie par rapport à tout ce que tu as mis, toi, en place pour l'intérêt de l'enfant. Voilà. Là, il y a quelque chose. Ouais. Vas-y, Luc, si tu veux lire. Ouais. Ouais, je prends un petit peu la parole parce que vous êtes motivé. Ouais. Je sens ça. Et c'est bien parce qu'en fin de compte, je regarde les commentaires et il y a quand même pas mal de compliments parce que les gens vous connaissent, vous font de la pub, vous disent qu'il y a des vidéos sur YouTube, allez voir Samira et Fabrice. Et donc, apparemment, vous avez du succès en fin de compte. Et ce que je voulais savoir, donc là, justement, j'ai une question. Le projet de vie est une méthode permettant de donner des informations au juge sans entrer dans le classique conflit. Évidemment, c'est une manière apaisée d'aller dans l'intérêt de l'enfant et de trouver une solution. Et alors, tu te vends au lieu de discréditer l'autre. Et c'est ça l'idée, en fin de compte. C'est bien ça que... Globalement, oui. Globalement, oui. L'idée, c'est tu es un commercial, tu viens vendre l'intérêt de l'enfant. Enfin, tu viens acheter ou vendre, peu importe. Et tu viens proposer au juge, c'est le juge qui va trancher. Le juge, il faut le convaincre. Donc, bien entendu, si tu as un parent qui est défaillant, même si tu as un parent, si l'autre parent est défaillant, momentanément ou même définitivement, tu viens quand même présenter ton projet de vie parce que tu vas montrer au juge que tu es un parent qui fait la part des choses et qui est en capacité par rapport à son enfant de lui apporter du positif et de le faire grandir en toute sécurité. Et le juge, il n'a pas à se poser de questions. Il va se dire, ah bah oui, effectivement, le monsieur ou la dame me présente telle et telle chose, donc je ne peux que valider ce qu'il dit. Si tu viens dénigrer l'autre de façon systématique, bah ouais, ça va un temps, mais on voit depuis, enfin moi je suis dans la cause depuis 2015 et bien avant, parce que voilà, avec les deux grands, c'était aussi problématique. C'est que du conflit, tu te pointes devant le diable, c'est monsieur, c'est un mauvais, madame, c'est une mauvaise. Bah, parle de l'enfant, parle du projet de vie, parle de ce que tu es en capacité de mettre en place pour l'enfant. Alors, bien entendu, il peut y avoir des parents qui soient défaillants, qui soient violents, et alors à ce moment-là, tu vas mettre en avant ton projet de vie, bah, par exemple, pour une garde exclusive. Parce que ça a été démontré que, là j'ai un dossier en tête, je ne nommerai pas le papa par exemple, mais les enfants ont été placés chez lui. Mais pourquoi? Parce que, par rapport au coaching qu'on lui a fait, il s'est recentré, il a fait son projet de vie, il l'a mis en avant, l'avocat l'a mis en avant également, parce qu'il a plaidé aussi avec ça, et les enfants ont été placés chez lui. Donc, c'est pas qu'une fois. C'est des dossiers, c'est pas qu'une fois. Là, on a eu un dossier à Lyon et c'était un des plus gros dossiers qu'on a eu aussi. Une enfant de 2 ans et demi qui était allaitée, la maman s'en va et on remet. Alors, la maman était éloignement géographique. La maman était quand même quelque peu défaillante. On a analysé la chose, on a regardé si une garde alternée c'était possible. Et au final, on a remis l'enfant en garde exclusive. Voilà, alors ici, il y a quelque chose de très, très intéressant. Cet ASE m'a tellement dénigré, je ne sais même plus me positionner en tant que maman. Eh bien, moi, ce que je vous dirais, c'est que comment nous, on a réussi à constituer toutes les grilles et tout le système que les juges, le système dans lequel les juges sont pour prendre des décisions, que ce soit juge des enfants ou juge des affaires familiales. C'est parce qu'on a eu les dossiers ASE, qu'ils aient été bien faits ou pas bien faits, bien montés ou pas bien montés. En fait, on les a eus entre nos mains. Et grâce à ça, on a vu la façon dont l'ASE faisait les études systémiques. Donc, vu que les parents n'ont jamais présenté de projet de vie
et n'ont pas fait faire d'études systémiques, l'ASE l'a fait à la place des parents. Et comme vous dites, quand c'est l'ASE qui présente un projet de vie et que c'est l'ASE qui fait l'étude systémique de la famille, c'est un massacre à la tronçonneuse. C'est immédiat. Ça, la famille, elle est explosée. L'enfant, il est détruit. Et les parents, ils s'en remettront jamais d'avoir été entre les mains de personnes qui ont fait un travail qui, initialement, aurait été fait par les parents. Aurait dû être fait par les parents. Ce travail-là, en fait, il répond. Il anticipe. Voilà. Il anticipe à tout ce que demande un JAF, à tout ce que demande l'ASE, à tout ce que demande une AMO. C'est la réponse à leur questionnement. Donc, si vous faites ce travail-là, ben, en fait, vous allez au devant. Donc, vous leur présentez des éléments. Et ces éléments-là, ils ne peuvent qu'en tenir compte. Alors, ça se travaille. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2 temps, 3 mouvements. Moi, Samira fait les analyses systémiques. Moi, je lis les projets de vie. Des fois, je lis les projets de vie. Je dis, mon Dieu, mais n'écrivez pas ça. Ne dites pas ça parce que vous remettez le conflit à l'intérieur de votre projet. Donc, alors justement, qu'est-ce qu'il faut écrire dans un projet de vie? Est-ce qu'on va faire un projet d'éducation ou un projet scolaire ou qu'est-ce qu'il y a? C'est les activités, les loisirs? Ben, en fait, si tu veux, tu as plusieurs. Nous, on a un document vierge. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait. On l'a travaillé avec un papa qui était très féru d'informatique, d'Excel et de Word, et qui, en discutant, m'a dit, écoute Fabrice, moi ce truc-là, c'est terrible ce que tu m'as proposé. Je te propose de faire un template vierge et sur lequel tu pourras rediffuser derrière. Voilà, on avait évoqué les grands thèmes qu'il fallait mettre en avant. Et en fait, il nous a fait une trame que aujourd'hui on propose et je le remercie. J'espère qu'il est en ligne et qu'il se reconnaîtra. Hein. Merci à toi. Il nous a fait cette trame. Et de cette trame, en fait, lorsque tu la lis, lorsque tu l'as entre les mains, tu te dis mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Parce que ça te met ton environnement, bien entendu, ça te met ta position hebdomadaire de ce que toi tu vas faire avec ton enfant, ou si tu es sur une garde alternée ou une garde exclusive, comment tu t'organises. Ça met en avant tout ce que tu vas faire avec ton enfant et pourquoi tu vas le faire. Alors, ce que tu vas faire, c'est une chose. Alors, tu vas dire, je sais pas, moi je vais lui faire de la gymnastique, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi tu vas faire de la gymnastique à ton enfant? Qu'est-ce que ça développe chez lui? Quel est l'intérêt qu'il fasse de la gymnastique? Je veux dire, la réflexion, il faut la pousser. C'est pas juste, voilà, je te fais un coup de gymnastique et puis voilà, ça va être bon. Le juge, il va comprendre que je m'occupe de mon enfant. Non. Qu'est-ce que ça développe chez lui? Oui. Pourquoi ça développe ça chez lui? Et quel est son intérêt? Parce qu'en fait, tu vas le personnaliser, le projet, étant donné que tous les enfants ne sont pas les mêmes. Même dans une propre famille, si tu fais un projet de vie pour l'un, il peut ne pas être le même pour un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le projet de vie, à un moment donné, il tient compte des spécificités de l'enfant. Imaginez un enfant qui a un handicap, ou un enfant autiste, ou un enfant qui est hyper timide de par sa personnalité, il est hyper introverti. Donc en fait, si on voit que tu tiens compte des spécificités de l'enfant et que tu y mets systématiquement une activité qui va aider l'enfant à sortir de sa difficulté que tu as identifiée et dont tu ne te sens pas non plus nécessairement responsable parce que voilà, dans la vie, il y a des situations qui font qu'un enfant naît avec des difficultés, mais des difficultés qu'on identifie et dont on prend en compte et on met des activités sans attendre que ce soit l'ASE qui le fasse. Parce que quand on tient pas compte des spécificités, des difficultés et qu'on met pas d'activité en place, à un moment donné, ça craque. Et quand ça craque et que les services sociaux s'en mêlent, eh bien, ils extraient l'enfant de son environnement. Bien souvent, ils incriminent les parents comme étant à l'origine des difficultés de l'enfant, même si ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, ils mettent en place, l'ASE met en place des activités pour essayer d'aider l'enfant à pallier à ses carences. Alors, voilà.
La question qui suit, elle est très intéressante. Pourquoi les papas doivent justifier d'être un bon parent? Mais moi, je ne te parle pas des papas. Je te parle des parents. Tout parent, c'est une obligation. Tout parent devrait se justifier d'être un parent. Vous vous pointez devant un JAF, vous êtes en séparation. Moi, je suis JAF, je ne sais pas qui vous êtes. Non, mais moi, je ne sais pas. Non, laisse-moi terminer. Oui. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà. Moi, JAF, vous vous présentez devant moi, je ne sais pas si toi, le père, ou toi, la mère, vous êtes un bon parent. Donc, oui, il faut, et c'est impératif. Moi, pour moi, un dossier sans projet de vie, c'est un mauvais dossier. Alors, moi, je dirais que dès lors qu'on a besoin d'un JAF pour venir prendre des décisions que nous sommes, nous, incapables de prendre, alors oui, on doit justifier qu'on est un bon parent. Parce que les JAF, ils le disent quand on les sollicite donc par rapport à leur fonction, ils disent qu'ils sont là pour prendre des décisions à la place de parents qui sont incapables de s'entendre uniquement. À la limite, on peut ne pas s'entendre sur un tas de choses, mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant, on doit pouvoir mettre de côté nos griefs et dire voilà, pour l'enfant, on va mettre en place ceci, ceci et cela. On est devant le JAF, effectivement, on doit justifier qu'on est un bon parent. Et c'est impératif. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'on repart dans le conflit. Voilà, t'es un mauvais père, t'es une mauvaise mère, et puis voilà, c'est des griefs. Mais en fait, ça n'avance pas. Et après, on vient se plaindre. Le pire, c'est qu'après, déjà, l'enfant est détruit parce que voilà, c'est le conflit en majorité entre les parents et ça n'arrête pas. L'enfant est au cœur du conflit. Et après, on vient se plaindre en disant ah oui, mais la justice, elle n'a rien fait pour toi. Oui, mais en même temps, tu n'as même pas proposé quelque chose de positif pour ton enfant. Donc, ne viens pas te plaindre de ce qu'il n'a pas proposé. Alors, il y a Jean-Luc Raymond qui est un colistier avec nous. Donc, on est 3 colistiers là, devant vous ce soir. Et donc, s'il est monté dans le live, c'est peut-être qu'il voulait intervenir. Alors, Jean-Luc, je te laisse te présenter. Alors, je vois que tu es de la région Lorraine. Trophée format cadre 2000, tu as 3 enfants et tu vas nous expliquer pourquoi tu es venu nous rejoindre ici. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, donc, c'est d'une part, pour connaître un avis différent, peut-être du mien, et puis savoir un peu, ce que vous alliez proposer en projet de vie, comment vous voyez les choses. Donc voilà quoi. En fait, on peut donner un exemple. Un exemple concret. De projet de vie. En fait, il faudrait. Non, mais j'ai bien compris disons comment je pourrais dire le mécanisme ou ce qu'il va falloir faire pour faire, mais ça fonctionne, je dirais, parce que d'après ce que j'ai entendu, donc c'est vrai que le JAF, quand il intervient, c'est lui qui prend les décisions, il prend la main en fait. Mais la difficulté aussi, c'est quand tu as un des parents, quel que soit le sexe, qui fait tout pour trouver des arrangements, des choses comme ça, mais que tu as un autre parent qui ne veut rien faire, et la difficulté, elle est là. Le projet de vie, on peut le mettre en place que lorsque il y a une volonté des deux côtés de vouloir. Non, absolument pas. On n'a pas besoin de l'autre pour construire le projet de vie. Chacun, que ce soit l'homme ou la femme, chacun, normalement, doit arriver devant le JAF avec un projet de vie. Le projet de vie, c'est ton bouclier. C'est-à-dire que quand l'autre va venir alléguer des choses qui sont fausses, étant donné qu'il n'avait pas connaissance du contenu de ton projet de vie va venir rendre caduques les éléments que la personne va vouloir mettre à charge de l'autre. Si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es dans une entreprise, tu es leader d'une entreprise, tu veux rallier ton équipe à ce que tu veux faire. Tu vas dire à ton équipe, je propose telle et telle chose. Et ça, je remercie Benjamin, qui m'avait suggéré cette phrase et je trouve qu'elle est géniale.
je propose telle et telle chose afin que nous puissions développer telle et telle capacité chez l'enfant. Si toi, tu exprimes ça au juge, Oui. tu montres que tu es le parent qui veut développer une certaine capacité chez l'enfant. Si la partie adverse, peu importe, que ce soit la mère ou le père, te dit non, je ne suis pas d'accord, c'est parce que toi, tu es un mauvais. Ben, le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, madame ou monsieur, démontrez-moi que ce que propose monsieur ne convient pas. En fait, non, mais j'ai bien compris. Mais le projet de vie, dans le cadre où on a une garde, on va dire traditionnelle, où tu as l'enfant un week-end sur 2 et 50% des vacances. C'est très compliqué de mettre en place un projet de vie, puisque tu restes. Je veux dire, on prend un cas par exemple. Tu veux qu'il fasse tel ou tel sport. Parce que d'une part, peut-être que l'enfant aime ou il a des sensibilités. Comment tu mets en place un projet de vie, par exemple pour s'il veut faire du foot ou du volley ou peu importe, où il y a les entraînements la semaine, où il y a les compétitions les week-ends ou des choses comme ça. Ton enfant, il est tiraillé, il a les fesses entre deux chaises quoi. Alors, tu vois, enfin. Quand on a les enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, le projet de vie doit se limiter au week-end sur 2 et aux vacances scolaires. Donc, étant donné que le temps, c'est du 100% avec l'enfant, il faut… Alors maintenant, c'est très rare que quelqu'un présente un projet de vie quand il se retrouve avec un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Pourquoi? Parce que c'est la voie de garage en fait. Comment le parent est certainement capable de gérer l'enfant à plein temps ou en garde alternée. Et donc du coup, il y a quelque chose dans son dossier qui a fait qu'il s'est retrouvé sur la voie de garage. C'est pour ça que nous… Non, là, il y a 80% des parents, beaucoup des pères, qui se retrouvent sur la voie de garage, mais sans qu'il se passe quoi que ce soit. Elle est là, c'est bien ce qu'on dit, Jean-Luc. C'est bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que le projet de vie, c'est avant de passer devant le JAF. On est bien d'accord. Hein. C'est un dossier qu'il va monter, j'ai bien compris. Sur lequel il va plaider. Aujourd'hui, il pose la question sur les 80% de pères, hein, on va dire ça. Un week-end sur 2, la moitié des vacances, pose-leur la question de savoir s'ils ont fait un projet de vie. Et bien, tu auras 100% des réponses. Non, je n'en ai pas fait. 100% des réponses, c'est ça, je peux t'assurer. Ah, mais non, je ne suis pas d'accord. Je rejoins Jean-Luc. Non, il n'y a pas 100% des réponses. Il y a 100% des pères qui ne peuvent pas faire un projet de vie. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas pu appliquer un projet de vie parce que justement, le JAF les a mis sur la touche. C'est ça la difficulté. Non, mais attends, Jean-Luc, je suis d'accord avec toi, mais il faut repartir à l'envers. Vas-y, Samira va te répondre. En fait, le premier passage devant le JAF, peu importe le dossier, il est déterminant. C'est-à-dire que celui qui se présente devant le JAF avec le bon avocat et la bonne, la bonne approche, à savoir avoir fait une étude systémique et un projet de vie, il gagne un temps fou et il ne rentre pas dans cette statistique. C'est-à-dire que nous, on voit 9 pères sur 10 qui, lorsqu'ils, dès le départ, appliquent cette façon de faire, ils obtiennent tout. Ils obtiennent tout. Et en plus, on a eu même des cas où c'était jamais vu. Oui. Jurisprudence, en fait. Sur Lyon. C'est parce que c'était la première fois. Oui, c'était la première fois. Sur Lyon, on a remis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a remis une enfant à l'été de 2 ans et demi en garde exclusive chez le père. Et pas que lui. Et c'est uniquement avec le projet de vie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à la première audience. Après, forcément, quand tu te retrouves, quand tu te retrouves après avec un jugement où tu es en week-end sur 2 à moitié des vacances, si tu veux aller rechercher une garde exclusive
de ton côté ou une garde alternée, eh ben, là, tu refais ton projet de vie. Là, tu te remets en ordre de marche. Mais c'est sûr que si en amont, tu n'as rien fait et que tu te retrouves avec ça, c'est compliqué. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Au départ, nous ne sommes pas coutumiers de tout cela. Eh ben, exactement. C'est exactement ce que disent les avocats. Le père qui se retrouve dégoûté de tout et qui finit en dépression et même parfois au pénal, c'est un père qui est sous le choc parce que du jour au lendemain, elle s'est cassée avec les enfants, parce qu'elle a tout pris, parce qu'il n'a rien vu venir. Hein. C'était la lune de miel et puis tout à coup, il est devenu violent, violeur, etc., etc. Alors, donc du coup, il s'est tellement ramassé de coups de massue, il est tellement en confusion avec le choc du départ et des plaintes, qu'il ne se prépare pas à la première audience. Au contraire, la plupart, avec le syndrome de Stockholm, ils demandent à leur ex de revenir. Allez hop, la famille, c'est pas possible, on était une famille, on s'entendait bien, c'est sûrement à cause de tes parents que t'es parti, on t'a remonté la tête, ou une association féministe. Je t'en supplie, reviens à la maison. Et quand il se retrouve devant le juge, eh bien, c'est quelqu'un qui se présente, il est mal habillé, il n'est pas bien, il a peut-être bu un verre de trop, il supplie son ex de revenir à la maison. Eh ben là, c'est foutu. En fait, il est plus aligné. Oui, mais enfin, ça c'est peut-être une caricature, mais moi, je connais pas mal de papas qui sont nickel, qui se présentent très bien. Et alors, je sais pas si c'est la Lorraine qui a des JAF qui sont, on va dire, très qui manque un peu d'équité au niveau de la garde, mais même avec un projet de vie, même avec un dossier béton, c'est la mère remporte quand même la plupart du temps la garde, sans forcément en justifier, quoi. C'est voilà. Je vais prendre la parole parce que là, on a beaucoup l'avis des pères et là, j'ai en commentaire l'avis d'une mère qui justement se dit, mais en fait, votre idée, elle est tellement super qu'on dit, tiens, on a trouvé certainement la solution pour sauver beaucoup de monde. Donc là, on parlait un petit peu des pères. On va donner la parole aux mères. Mon projet de vie, je l'ai toujours appliqué sur toutes les audiences et l'aide sociale à l'enfance parle toujours à la place de l'enfant. Je dois faire comment? Alors, chaque cas, chaque histoire est particulière. Donc, votre projet de vie, nous, on le connaît pas, on n'en a pas pris connaissance. Donc, votre projet de vie, vous l'avez fait toute seule. Qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que vous l'avez remis au juge dès le départ? Est-ce que vos jugements, il y a quoi dans les jugements? Qu'est-ce qui a déclenché l'intervention de l'ASE? Et alors, quand vous dites que l'ASE parle toujours à la place de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on n'a pas cette étude systémique, donc on n'a pas tous les éléments de votre dossier qui pourraient nous faire comprendre quelle a été cette descente aux enfers et qu'est-ce qui l'a déclenché. Et quand vous parlez de projet de vie, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Peut-être que le projet de vie que nous, dont on parle, et le projet de vie que nous avons vu chez les personnes qui ont pu faire aboutir leur dossier, qui était très tordu au départ, donc avec des accusations graves et des éloignements géographiques volontaires et beaucoup de bâtons dans les roues. Est-ce que notre projet et votre projet se rejoignent ou est-ce que votre projet de vie, c'est autre chose? C'est très, très difficile pour nous de nous positionner par rapport à ce que vous demandez. Par ailleurs, sur un projet de vie, c'est pas, on va dire, oui, c'est un peu le couteau suisse, hein, d'accord? Mais chaque projet de vie est individuel. Chaque projet de vie est construit par le parent de façon individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Et c'est parce que c'est pas du copier-coller. C'est parce que c'est pas du copier-coller, parce que c'est pris en compte. Et encore faut-il surtout que les avocats travaillent avec. Nous, dans notre groupe, hein, parce que moi dans l'association sportive, moi j'ai mis en place avec un avocat et un psychologue, l'avocat travaille avec. Il sait que lorsque
il a un papa ou une maman qui vient le voir et qui dit ouais, avec Fabrice et Samira, on a travaillé sur le projet de vie. Le gars, il le prend d'entrée de jeu. Il ne se pose même pas la question de savoir. Il le prend. Derrière, on a travaillé, on a tout passé au tamis, mais ce n'est pas au tamis avec un râteau grande grille. Hein, non, c'est au tamis super fin. On a tout détaillé. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est hyper chronophage, en fait. Et on a eu trois cas où l'ex est revenu alors que le papa, il s'y attendait pas du tout. Et elle a décidé de retirer ses plaintes. Elle a décidé de s'entendre avec le papa. Elle a décidé de laisser de la place au papa. En fait, quand elle a vu à quel point le dossier du papa était bétonné, elle s'est dit, bon, ok, j'arrête de l'emmerder, ça sert à rien. Lui, son dossier, c'est un dossier en béton, je vais me prendre le mur. Juste. Oui, tout à fait. Non, mais c'est dissuasif. C'est dissuasif et c'est même. Enfin, oui, c'est des fondations de toute manière pour le futur. C'est évident. Voilà. Mais nous, on le voit ça rassure tout le monde. On le voit depuis 2015. Bon, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Hein. On n'a pas eu claqué les doigts, tac, 2015, super projet de vie. Non, c'est quelque chose qu'on a fait progresser au fur et à mesure des ans. Il y a des associations, hein, alors des anciennes associations qui avaient déjà dans leur petit papier ces éléments du projet de vie, mais il n'était pas. Il y avait une bonne approche, il y avait des bonnes bases, mais il n'était pas approfondi. Moi, j'ai rien inventé, Samira n'avait rien inventé, nous n'avons rien inventé. On s'est juste servi de ce qu'utilise la justice, les sociaux, sur base de documents, pour mettre pour formater quelque chose qui soit lisible et que le juge, quand il ouvre le dossier, se dit « Maman, qu'est-ce qu'il nous a présenté là, lui ?» Ah, il y a ça, ça, ça. Mais c'est incroyable. Voilà. C'est ça, c'est ça l'objectif. En fait, la banque de données que Fabrice et moi, on a récoltée pour pouvoir vraiment nous rendre compte à quel système on avait affaire, le système judiciaire, ce sont des heures et des heures et des heures d'enregistrement, d'entretien de parents avec les services sociaux. Donc, il y a des heures et des heures et des heures. Il y a des lectures de documents aussi. Des rapports. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment donné que la trame, que ce soit à Nice, à Paris, à Bordeaux ou même en Outre-mer, c'est la même chose pour tout le monde. Une fois que tu as compris ça, juste à tirer la pelote. Nous, on a tellement l'habitude de l'utiliser que pour nous, c'est d'une évidence même. Voilà. Après, il y en a effectivement, on dit pourquoi se justifier? Non, mais parce qu'il faut montrer que tu es un bon parent. Et c'est tellement évident. Et les gens, quand ils nous disent oui, mais le juge, il a accepté. Oui, forcément, il a accepté. Il ne peut que être d'accord par rapport à ce que tu as proposé. Là, je vois, peut-on revenir en arrière sur une première audience avec le projet de vie? Et la réponse, elle est oui, tout simplement. Je disais, justement, tu es en train de parler d'heures et d'heures de visionnage, ça doit prendre du temps. Et vous n'êtes pas bénévole dans une association pour faire ça? Si. Incroyable. Sincèrement, on passe. Alors, c'est pour ça que je te raconte un peu ma vie privée. Là, on est parti en Espagne au mois de février, on a tout coupé. On a coupé le téléphone, tout, on s'est mis en mode off parce que c'est chronophage. Deux, on se plaint pas, mais parce qu'on le fait, parce que moi j'étais impacté, Samira a été impactée. Alors c'est très chronophage. C'est aussi des heures et des heures de pleurs de papa et de maman au téléphone. Donc psychologiquement, nous, ça nous impacte aussi parce qu'on est touché. Il faut savoir après évacuer, il faut savoir vider. Tu vois, là, ce soir, j'ai pas d'appel, mais des fois, des appels, c'est 5, 6 le soir et on reste jusqu'à minuit. Le lendemain matin, on travaille. Parfois, mais on se plaint pas. Mais on se plaint pas, si tu veux. Mais il y a des fois, on ne peut pas répondre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens doivent aussi se prendre en main. Parce que nous, on veut bien accompagner, on veut bien faire du coaching, mais on n'est pas la petite main. On les infantilise pas. On ne veut pas les infantiliser. Il faut qu'ils se légitimisent
il faut qu'ils se prennent en main. Et c'est de cette façon de se légitimiser, de se prendre en main et d'être résilient qui fera que ça aboutira. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne dis pas que la justice, il faut savoir qu'elle est longue, hein, tout le monde en est bien conscient. Ce n'est pas en claquant des doigts que ça va aboutir, mais tout ce que tu mettras en place aboutira. Et ça, c'est une certitude. Moi, je trouve que votre idée est géniale et apparemment, je suis pas le seul, si je lis les commentaires. Comment ça se fait que vous ne faites pas une structure où justement vous seriez salarié et que vous pourriez encore avoir une vie privée, quoi? Parce que là, c'est sûr que ça doit être quelque chose. Parce que justement, pour être performant, il faut pas qu'il y ait de l'argent. Et que pour être performant, moi par exemple, je travaille en parfumerie et en pharmacie, dans tout ce qui est produits de beauté, soins, etc. Le fait de vivre de ça et le fait d'être dans quelque chose de superficiel, ça me permet d'être, de faire les choses, mais de la meilleure manière et de la façon la plus optimale. Mais si je le faisais voilà, c'est ma profession, je gagne ma vie de cette façon-là, j'aurais des contraintes de temps. J'aurais des contraintes. Je pourrais pas travailler comme je travaille en fait. Si tu veux, aujourd'hui, on peut pas se permettre de, comme a dit Samira, de faire payer les gens. C'est, on veut pas. Voilà. Les gens sont tellement dans la panade alors financière parce qu'ils ont payé les avocats, ils s'en sortent pas, ils ont les pensions alimentaires, ils sont sous l'eau, ils sont psychologiquement, ils sont atteints. On peut pas, moi, je me vois mal leur dire, bah, écoute, tu vas me verser 50 ou 100 euros. Je sais qu'à une époque, il y a quelqu'un qui faisait des petites analyses comme ça, qui était assez performant d'ailleurs, qui faisait payer, ça c'était en 2015, voilà, j'en ai bénéficié. Et c'est vrai que son travail, il était pointu, mais tu peux pas demander, enfin moi personnellement, je peux pas demander ça. Je peux pas demander de l'argent à des gens qui sont en difficulté. J'y ai été, moi, à un moment donné, et je sais ce que c'est que la difficulté. Voilà. Toi, aujourd'hui, dans notre structure, on a un avocat, on a un psychologue, un psychologue. L'avocat, c'est son métier. Donc, forcément, quand tu vas le contacter, tu payes sa prestation, forcément. Voilà, forcément, tu payes ça. Et toi, le psychologue, on a réussi à négocier avec lui. Elle ne fait pas payer les consultations, par exemple. Sauf pour à un moment donné, si les gens ne viennent pas de façon régulière, je vais leur dire, attendez, moi je veux bien vous aider bénévolement, mais si vous voulez pas et si vous voulez pas aboutir à un résultat, je vais vous faire payer. Là, aujourd'hui, moi je suis pas dans cette démarche-là. Moi personnellement, au niveau de mon éthique, ça me dérangerait et ça dérangera aussi Samira si on devait faire payer ça. Et c'est quelque chose. Ce projet de vie, il est hyper important. C'est une réponse à beaucoup de choses. Et ça va permettre vraiment au JAF à avoir un éclairage différent. Pour te dire qu'il y a des avocats qui nous ont appelés, qui nous ont dit, mais où est-ce que vous avez eu ça? On nous en a jamais parlé. J'ai dit, écoutez, moi, je suis pas responsable du fait que vous avez été mal formé, hein, entre guillemets. Hein, voilà. Moi, je suis en admiration par votre investissement et par votre idée, et ça donne naissance à une autre idée géniale. Je ne sais pas si tu vois la question, Fabrice et Samira. Le prochain projet de vie, pourrait-on le faire en réunion collective? Parce que en fin de compte, vous êtes en train de dire que c'est à peu près le même schéma dans toutes les séparations, et il y a toujours un peu de souffrance, de violence, et il y a toujours la même chose, toujours l'impression que c'est l'autre qui essaye de manipuler ou qui essaye de prendre les enfants et de les instrumentaliser. Est-ce que peut-être on pourrait pas faire une réunion à plusieurs et se dire, voilà, on vous donne toutes les ficelles, maintenant essayez de vous débrouiller pour offrir un projet de vie à vos enfants après la séparation? Alors, si tu veux, moi, j'ai un document vierge, un Word, un certain template vierge, que je distribue aux gens quand ils viennent nous voir. Je leur distribue, je leur dis, voilà, vous gardez par devers vous. J'ai un sommaire, j'ai même un projet de vie d'un papa qui est extraordinaire. Je l'ai gardé, je ne le diffuse pas. Il m'a demandé de ne pas le diffuser.
mais ça me permet aussi de m'inspirer parce que on avait travaillé avec lui. Il a fait un truc, mais alors qui est chiadé. Tu peux même pas imaginer à quel point. Il a un dossier qui est hyper compliqué, avec voilà, c'est les pires accusations que tu peux avoir. Il est chargé, c'est pas terminé encore. C'est encore voilà, il est encore dans les procédures de justice. C'est pas terminé. Il habite à côté de chez nous, donc voilà. Mais son projet de vie, il est énorme. Et ce qu'il a fait, c'est si tous les pères pouvaient faire ça enfin les pères et les mères, hein, voilà, excusez-moi, qui sont dans des situations un peu, toi, qui sont, on va dire, dans la moyenne. Hein. Tu as les extrêmes qui sont extrêmement durs, ça va durer des années. Ce qu'on appelle les dossiers Everest chez nous avec mon avocat. Et tu as des dossiers qui sont un peu le quotidien. Tu prends ce projet de vie, tu le transposes à ta vie à toi, tu réfléchis sur ton document, tu réfléchis sur ce que tu peux mettre en place, tes capacités et les capacités de ce que tu peux proposer, mais ça passe comme une lettre à la poste et tu obtiens ta garde alternée, mais je dirais les doigts dans le nez. Alors, je vois des messages que vous ne voyez pas parce qu'il y a les messages publics, il y a des messages en privé. Et c'est encore admiratif. Et il y a quelqu'un qui me demande, mais est-ce que Fabrice pourrait pas m'aider? Est-ce qu'on pourrait pas faire un post sur Facebook où tu distribues ces fichiers-là et on pourrait chacun travailler de notre côté pour. Alors, je t'explique pourquoi. Moi, je ne veux pas que mes documents soient circulent. Ouais, exactement. Parce que tu as comme tout à l'heure, j'ai vu un post qui est passé. Effectivement, tu as des gens qui sont je vais t'expliquer un truc. Il y a des gens qui sont pervers et qui seraient capables d'utiliser ce document-là pour venir nuire. Parce que tu es en capacité de nuire. Si tu n'es pas quelqu'un qui est posé dans ta tête, tu es en capacité de nuisance. À tel point qu'aujourd'hui, moi j'interviens beaucoup, tu sais, sur le groupe Papa en colère pour distiller des conseils, mais après je les reprends en MP pour aller faire un travail personnel, parce que c'est un travail personnel qu'on fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les groupes, comment dire ça pour pas choquer les groupes néo, ils viennent se servir de ce qu'on met en avant en disant attention, sur le groupe Papa en colère, il y a un document qui circule qui fera que vous perdrez de façon systématique. Ça, je ne veux pas. Ce document-là, il est fait pour l'intérêt de l'enfant, il n'est pas fait pour de la nuisance. Donc moi, je veux garder. C'est pas que je veux pas le distribuer. Luc, je pourrais te l'envoyer. C'est Jean-Luc en dessous qui est avec nous. Oui. Par contre, oui, on pourrait fonctionner à la limite par partenariat en fait, ou par formation. Hein. C'est-à-dire que tu donnes le savoir et les ficelles pour qu'on puisse avoir ce maintien. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur la crainte qu'il pourrait y avoir de détourner en fait le projet de vie et les éléments pour d'une part casser le projet de vie qui peut être un argument parce que les juges entre eux parlent forcément et le fait de dire tiens moi j'ai eu lors d'une audience un projet de vie, c'était un truc génial ficelé, je savais où j'allais avec le papa ou avec la maman, peu importe. Et c'était donc je suis entièrement d'accord, mais avec Luc oui ça serait intéressant qu'on voit comment on pourrait transposer la bonne parole en fait et puis faire évoluer sur la France quoi. Moi ce que c'est pas que je veux pas le diffuser, comprends. Non, mais je comprends. Mais je veux que ça soit entre des mains de personnes qui soient saines d'esprit, saines d'esprit, qui comprennent le pourquoi on le met en place, qui comprennent ce que ça va apporter, qui comprennent le bienfait de ces éléments, et que ça ne soit pas entre les mains de personnes nuisibles qui viendraient dire bah oui, mais comme ça on va pouvoir encore plus casser l'autre. Non, c'est quelque chose que je veux garder et contrôler. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant de commencer à établir le projet de vie? Il y a l'analyse systémique, bien entendu. L'analyse systémique, elle est hyper importante, l'analyse systémique. En fait, le projet de vie, on n'arrive pas un matin en se disant il y a un document trame où il y a quelqu'un qui en a fait un, il nous a expliqué comment il fallait le faire. Ok, je vais m'appliquer pendant 2-3 jours et je vais y travailler quelques heures et je vais le faire. C'est pas comme ça. En fait, le projet de vie, c'est le fruit d'un travail qui a été fait en amont et un travail que les sociaux font en général. C'est un travail d'études systémiques
Et c'est la raison pour laquelle, quand les gens nous appellent la première fois, on ne les interrompt pas. Pendant 3/4 d'heure, à peu près, même 1 heure, ils débitent, ça part dans tous les sens, et nous, on prend des notes. On prend des notes. Et donc, 3/4 d'heure, 1 heure après, quand vraiment ça s'est calmé et que la personne, elle est redescendue, parce que c'est vraiment ça, le premier contact, les gens ont vraiment besoin de nettoyer, de dégager un tas de choses, puisqu'il y a une écoute qui est active et non, on ne l'interrompt pas en fait. Une fois que c'est fini, on a relevé des choses qui sont il y a des points qui ressortent très pertinentes. Oui. Et en fait, on pose la question à la personne si elle est encore en capacité d'être concentrée. Sinon, on refait un appel un jour ou 2 plus tard. On fait un résumé de ce qui a été dit et on dit voilà, quand vous nous avez contacté, on a pu remarquer un certain nombre de choses. On a des questions à vous poser. Et là, on structure. Et on pose des questions. Et en fait, au moment où on pose la question et que la personne réfléchit pour formuler la réponse, il y a déjà un travail de systémie qui se fait. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, c'est comme un peu une VAE, quoi. Tu pars ton passé et ton futur que tu espères et tu y intègres l'enfant. C'est dans ta vie future et passée, où était l'enfant et où il sera. C'est exactement ça. Et en fait, sauf que tu arrives avec un vrai dossier. C'est-à-dire que le juge, c'est concret, factuel, et il sait où ça peut aller, quoi. Voilà. Et ce qui est troublant, c'est que lors de cette première conversation, quand à un moment donné, on en formule des questions et que la personne réfléchit et qu'elle fait vraiment un travail réflexif, elle en arrive à changer ce qu'elle veut demander au juge. C'est-à-dire que parfois, on a eu des mamans qui voulaient une garde exclusive et du coup, elle passait en DVH un week-end sur 2, moitié des vacances scolaires, ou garde partagée, ou des pères qui voulaient juste la garde alternée et puis au final, ils finissent par demander la garde exclusive. En fait, ça permet aussi d'arriver devant le juge, mais avec la bonne doléance. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de dossiers où on voit, en fait, moi, je veux une garde alternée, mais à côté de ça, la mère, elle est dépressive, elle gagne pas sa vie, elle gagne sa vie, elle n'est pas du tout motivée pour prendre soin de l'enfant. Et puis, tu as le papa qui arrive et qui demande une garde alternée. Mais ça va. En fait, tu peux pas apporter des éléments et des éléments qui viennent contredire il faut être cohérent, en fait. Il faut être cohérent et ça te permet aussi, dans le cadre d'une évolution, parce que dans ton projet de vie, tu peux le dire aussi, par exemple, tu demandes une garde exclusive parce que tu as un des parents qui est défaillant. Mais tu peux aussi écrire dans ton projet de vie, voilà, que si l'autre parent se met dans… C'est évolutif. Et voilà, c'est évolutif, exactement. Donc, en fait, tu ouvres la porte et le juge, il se dit, bah oui, effectivement, donc il demande une garde exclusive, mais si le parent, il apporte ça et ça, on fait une garde alternée. Ben, madame, est-ce que vous êtes en capacité, ou monsieur, vous êtes en capacité de montrer ça, oui, non, oui. Bon, bah alors on fait une garde alternée. On décharge le juge, en fait. Si tu veux, tu décharges le juge d'une prise de responsabilité. Mais c'est un truc, en fait, quand tu as comme tu parlais du VAE, quand tu as cette finesse d'analyse, en fait, mais c'est un truc, ça te saute à la figure. Les parents qui viennent nous voir, qui nous disent, ah, mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu avant. Ben parce qu'en fait, tu avais le nez sur le carreau et que tu n'étais pas en capacité d'avoir ce recul. Et une fois que tu as eu ce recul, et ben en fait, ça glisse tout seul. Enfin, ça glisse tout seul, il faut travailler, bien entendu. Mais ça glisse. Là, c'est vraiment… Mais t'as pas eu un papa qui t'a appelé il y a 15 jours d'ici pour te dire, écoute, il y a un miracle qui s'est produit. Elle m'avait accusé de violence sur l'enfant, des plaintes à ne pas savoir quoi en faire. Et il a récupéré sa fille. Oui, tout à fait. Il a récupéré sa fille. Oui, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a récupéré sa fille. Ça, c'est évident que plus tôt ça sera fait et moins
on évitera les risques, quoi, de dérapage ou de conflits aussi qui pourraient se gangréner. Après, on fait pas de miracle non plus. Hein. Je veux dire, si tu as un parent, par son passé qui a été défaillant, violent, tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu viens avec ton projet de vie, tu dis juste, bah, ouais, mais moi je fais ça, tu as quand même ton carton rouge qui est au-dessus de ta tête et qui fait que tu as intérêt à bosser et à te remettre dans les clous par rapport à ce que tu dis. Mais alors à ce moment-là, il doit le faire sur la longueur. Voilà, après, il le fait sur la longueur. Le projet de vie, c'est vraiment penser. C'est pas un instant T. Il y a la rédemption aussi. La rédemption, oui. Voilà, le projet de vie qui répond à beaucoup de choses. Il y avait une question. Comment on fait pour vous contacter? Parce que il y a beaucoup de personnes intéressées et je crois on a quand même une bonne écoute là ce soir. Ouais, alors, et je pense qu'on va bouffer tous vos loisirs et tous vos week-ends, vos vacances vont y passer là ce soir. Non. Comme je t'ai dit, moi j'ai vie privée avec Samira, très actif dans le monde associatif, mais au-delà des trucs des parents, hein, moi, je continue à faire du sport, j'ai ma société, j'ai mon boulot, donc on essaie de le faire un peu le soir, pas 1 heure ou 2 le soir, voilà, on bloque des journées dans la semaine ou s'il y a des urgences, voilà. On prend les urgences et voilà, on essaie de cadrer les choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis et qui sont prêts à faire part de leur propre expérience et donc par rapport au projet de vie et à l'analyse systémique. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, en fait, notre travail, c'est pas uniquement d'aider des personnes qui, à un moment donné, nous ont appelés et hop, on s'est investi. Et puis, à un moment donné, la personne, elle a volé de ses propres ailes. C'est que les personnes qui s'en sont sorties, elles portent ce discours-là et elles aident elles-mêmes, comme nous, on le fait de la même manière. Elles ont exactement le même discours que nous et ça se propage. Après, quand ils ont des difficultés, parce qu'après, on a acquis une certaine expérience, le temps qu'ils puissent acquérir cette expérience-là, nous, notre analyse, elle est assez fine des fois, sur un seul mot, on percute sur un seul mot et on se dit, ah, là, ça va pas. Et en fait, quand tu reviens sur ce mot-là, la personne, elle est surprise et elle dit, mais non, mais j'avais pas, si, t'as dit ça, mais pourquoi tu l'as dit? Parce qu'il y a ça et ça. Et toi, ça l'interpelle. Donc, on a cette analyse fine, et des gens qui ont réussi dans leur situation sont en capacité d'analyser, mais peut-être pas aussi finement. Donc, après, ils viennent nous voir pour nous poser des questions. Donc, vous n'êtes plus tout seul à faire ça. Et vous pouvez peut-être donner une adresse de contact. Comme ça, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez dire il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider. Ouais, alors, nous, on est sur le groupe Papa en colère. Moi, Fabrice Joujou, sur le groupe Papa en colère, il contacte en MP et j'y réponds. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça qu'on diffuse la bonne parole. On n'a pas, si tu veux, faut pas non plus je vais te dire franchement, sur mon Messenger Facebook, j'ai 150 demandes. C'est un truc, c'est la folie furieuse, hein, et tu peux pas répondre de façon systématique aux gens. Donc, il faut aussi que les gens puissent travailler par eux-mêmes. Donc après, tu as des dossiers qui sont lourds, qu'on suit. Toi, je pense à Eric là, qui est en Suisse, à Benjamin qui est à Lyon. Enfin, j'en ai plein en tête. On les suit, mais ça demande vraiment. Toi, on a une semaine sur 24 heures, c'est pas assez parce qu'on derrière, on a aussi notre vie privée. Donc on fait le maximum. Envoyez-moi des contacts sur. Alors, je prends personne en ami hein, sur Facebook, que des messages privés. Je ne prends personne en ami. De la cause parentale, mon Facebook, il est personnel. Donc, en message privé, vous m'envoyez un message. Je réponds, je vous envoie les éléments. Une fois que vous avez commencé à travailler, parce que j'ai une trame avec des explications qu'on a écrites avec Samira, je vous envoie. Il y a les vidéos que Samira a fait qui sont disponibles sur le groupe Papa en colère pour l'analyse systémique, sur la grille hebdomadaire d'organisation de votre semaine, par exemple. Voilà, il y a des choses qui sont disponibles et voilà, moi j'y réponds en MP et si vraiment il y a des urgences, après on reprend les urgences et on corrige tous les projets de vie qui me sont adressés. Après, je donne ma boîte mail, on me les envoie soit en boîte mail,
soit sur Messenger, et je les corrige moi personnellement. Voilà. Mais chaque projet de vie est différent. C'est-à-dire qu'il est personnalisé. C'est la personne qui l'écrit, c'est pas moi qui l'écris, c'est la personne qui veut dire quelque chose, c'est son idée. Moi, je corrige juste les choses qui me semblent être dissonants dans le projet de vie et ce qui pourrait être mal interprété par le JAF. Voilà. Alors, moi, je vais dire que les vidéos qui sont disponibles dans Papa en colère, en tout cas sur Internet, le livre que Fabrice a écrit et qui est disponible sur Amazon, ce sont déjà des outils qui permettent vraiment d'avoir l'approche qu'il faut. Et quand on parlait de posture tout à l'heure, et avoir la posture de résilience, en fait, et de vouloir construire quelque chose en adéquation avec un système qu'on va pas venir combattre. Parce que le discours, en fait, en général, c'est que la justice, c'est de la merde. Les juges, ils sont tous vendus. Il y a une conspiration. Bref, ça part dans des choses qui sont pas du tout productives et qui vous coûtent vos droits. Donc déjà, pour les personnes qui ont vraiment envie d'y aller sur le fond pour arriver vers la forme, déjà bien regarder les vidéos parce qu'elles sont super bien faites. Éventuellement, lire le livre que Fabrice a écrit. Ça, c'est pour la résilience, c'est pour la résilience, entre autres. Mais là, pour l'approche. Pour l'approche aussi, oui. Et puis, nous, ce qu'on va faire, Fabrice et moi, c'est qu'on va réaliser des petites vidéos didactiques qui vont permettre aux personnes qui n'auront peut-être pas accès à nous tout de suite ou au moment où ils en ont besoin urgemment, d'avoir déjà accès à ces vidéos qui vont être un support pour eux, pour question en tout cas d'être prêts pour construire déjà un projet de vie qu'on pourrait nous soumettre par la suite, quoi. Ouais, mais ça, on peut faire. Voilà. Mais après, voilà, vous me contactez en MP sur Messenger, je réponds, je vous envoie les éléments, vous retravaillez dessus. S'il y a des urgences, je fournirai, comme à beaucoup, mon numéro de portable. Alors, il y en a qui m'appellent H24, nuit et jour, à 1h du matin, 3h du matin, 5h du matin. Non. Oui, mais pourquoi là, on est en direct. Je dis non, vous arrêtez. J'ai aussi une vie à 11h, à 10h. Moi, j'ai aussi une vie privée. D'accord? Même si c'est une urgence, sachez attendre le lendemain. Je travaille aussi. H24, non, voilà, je le redis, H24, c'est pas possible. Mais c'est à toi de mettre la limite. Là, c'est à moi de mettre les limites, bien entendu, mais il y en a certains qui, voilà, comme je le disais tout à l'heure, Luc, moi je suis parti en Espagne avec Samira, on a coupé pendant une semaine. Il y a des gens qui ont écrit, au psychologue qu'on a dans la sauce pour savoir si on n'était pas mort. Oui, mais c'est véridique, hein. Non, mais en fait, ça rejoint ce que vous aviez dit au tout début, c'est que ce serait vraiment super intéressant d'avoir une dizaine de personnes qui puissent avoir cette approche-là. On va pas dire notre approche, mais cette approche-là. Qui la comprennent. Et que ces personnes la diffusent autour de 2 à 10 autres personnes qui elles-mêmes vont avoir ce qu'il faut pour la diffuser et qu'il y ait une chaîne de solidarité parce que comme l'a dit Fabrice, on est malheureusement limité par le temps qui nous incombe, par le fait qu'on soit humain, des fois on est malade ou des fois on n'est pas à 100% ou donc on peut pas enfin voilà, moi je pense que si on veut vraiment optimiser les choses, on doit générer une chaîne de solidarité où l'expérience de l'un va servir à l'autre et que ça va se diffuser. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, c'est hyper chronophage. Alors, on se plaint pas, hein. C'est hyper chronophage, mais émotionnellement, c'est hyper difficile. Hein. Vous passez une soirée complète à expliquer quelque chose, à rassurer, à mettre en avant, à analyser. Je peux vous dire que quand vous allez vous coucher le soir, vous êtes épuisé. Donc, il y a un moment donné, c'est presque le burn-out par rapport à ce qu'on fait. Donc, il y a des fois, on ne peut pas répondre. Il y a des fois, on n'a pas envie de répondre parce qu'on n'est plus disponible mentalement. Moi, des fois, je suis même plus disponible pour moi-même. Oui, voilà. D'où la conclusion
que on est très 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 content de tout ce qui s'est mis en place et de et des résultats, parce que les résultats il y en a et on était les premiers étonnés parce que c'était pas quelque chose de calculé. On s'est pas levé un matin en se disant ouais le projet de vie, l'analyse systémique, ça va le faire, allons-y. C'est vraiment tout un concours une boule de neige en fait qui s'est agrandie et qui à un moment donné a mis en place un certain nombre de dossiers et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus en fait. Au début, il y en avait un de temps en temps, on va dire un tous les 3 mois, qui aboutissait. Puis ça a été 2, 3, etc. Puis maintenant, c'est tous les 2 mois, tous les mois. Et maintenant, c'est toutes les semaines. On a des nouvelles, le dossier a abouti, le dossier a abouti. Donc, Fabrice et moi, il faut absolument qu'on puisse mettre en place une chaîne de solidarité et qu'on soit plusieurs à pouvoir faire ce que Fabrice et moi on fait. On a un commentaire là, c'est Papa Jules qui ne comprend pas bien, mais Papa Jules, j'arrive plus à savoir qui il est vraiment, parce que je crois que je le connais. Alors, il dit une thérapie familiale systémique, c'est une analyse de l'ensemble du cercle familial autour de l'enfant. Est-ce que c'est ça que vous évoquez? Alors, ça en fait partie. La thérapie familiale systémique, c'est différent. Parce que la thérapie familiale systémique, elle induit l'analyse systémique qui, elle, est différente. Elle est particulière. L'analyse systémique, c'est un peu comme si, tu vois une voiture. C'est comme si tu avais le schéma de la voiture avec tout ce qui la compose, en fait. Et à un moment donné, tu te dis, ben, cette voiture-là, elle démarre plus. Donc, si elle ne démarre plus, on va prendre en compte toute sa structure mécanique ou électromécanique. Se dire que si elle ne fonctionne plus, elle ne démarre plus, c'est qu'il y a peut-être, on a des hypothèses, c'est peut-être le démarreur qui va pas, c'est peut-être ceci ou cela. Et en fait, qu'est-ce qui a pu engendrer un dysfonctionnement au niveau du démarreur? L'infiltration de l'eau ou en fait c'est ça l'approche systémique, l'analyse systémique, c'est de prendre en compte la structure de la famille. Vous savez comme en fait à l'université ils appellent ça des études anthropologiques, c'est-à-dire que dans les familles c'est un peu la famille c'est la miniature de la société. Donc la famille elle est soit patriarcale soit matriarcale. Déjà, on détecte si c'est la mère qui porte la culotte ou le papa, de voir si il y a de la fusion, s'il y a de la s'il y a de la dépendance affective, le type d'attachement qu'il y a dans cette famille-là, est-ce que c'est désorganisé, évitant, dépendant affectif. Voilà, on fait vraiment une analyse sur pas mal de. Ah oui, et tout ce qui est circonstanciel. Les circonstances d'une rencontre, ça n'est jamais anodin. Donc, les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, quand est-ce que le couple est né? Bien souvent, il y en a un qui voulait sauver l'autre, dans pas mal de dossiers. Il y en a souvent un qui a voulu sauver l'autre. Et c'est souvent la personne qu'on a voulu sauver qui après vient nous mettre le couteau dans le dos et nous faire le coup qu'on s'attendait pas du tout à voir arriver. Bien souvent dans les études systémiques, on comprend qu'il y a dans la systémie familiale, je tends le bâton pour me faire battre. Je vais vers l'autre pour me faire massacrer. On va chercher la souffrance. On est soumis. On recherche inconsciemment, bien sûr, je dis bien inconsciemment, des situations où on est dominé parce que ça nous et où on est soumis parce que papa était soumis à maman et du coup on a choisi une femme qui voulait prendre en main l'organisation familiale, etc. C'est elle qui a décidé de quand est-ce qu'on allait avoir un enfant, comment on allait l'appeler, la religion, où il allait être placé pendant que vous alliez travailler, etc. Puis le jour où monsieur se réveille, parce qu'en fait, il fait plus du tout partie de la vie de l'enfant, même en étant en couple, à ce moment-là, il y a des conflits et il y a un tas de choses. Souvent,
les circonstances de la rencontre et les circonstances de la naissance de la fécondation de l'enfant. Ça met en lumière des choses qui étaient déjà présentes dans les autres générations. Et c'est cette analyse-là que l'on fait. Et ensuite, voilà, une prise de conscience. Une fois que tu as fait une prise de conscience, tu es en capacité de mettre ton projet de vie en avant et toutes les difficultés que tu as rencontrées, d'y trouver des solutions dans ton projet de vie. Voilà. C'est un peu la conclusion pour simplifier la chose, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est un peu comme la dynamique de groupe, hein, quand on est enseignant et qu'on doit gérer une classe, ou quand on est un manager, quand on est quand on doit gérer l'humain, on vous parlera toujours d'une dynamique de groupe. Eh bien là, il y a une dynamique familiale, et cette dynamique familiale, comme par hasard, le partenaire a une façon de fonctionner comme un membre de notre propre famille, avec lequel on a eu quelque chose qui n'était pas réglé en fait. Alors, il y avait une question, mais je crois qu'elle est déjà passée, mais on va la répéter. Est-ce que vous ne pensez pas que vous prenez le rôle et les objectifs de médiation? C'est plus subtil que ça. La médiation, oui, elle travaille avec l'étude systémique, mais elle le travaille en 1 heure ou 2 et de façon hyper expéditive. C'est-à-dire que le médiateur, en fait, quand vous allez le voir, parce que le juge vous a invité à aller le voir, parce que bien souvent, ça n'est pas une démarche voulue ni par l'un ni par l'autre, en fait, le médiateur, il n'est pas con. Il sait que vous venez juste pour dire que vous avez pointé, parce qu'une fois que le juge voit dans le dossier que vous avez fait la démarche d'aller voir un médiateur, ça va être traduit comme une volonté. Vous faites une démarche et ça montre votre volonté d'avoir essayé de sauver votre couple peut-être, ou de trouver un moyen de vous entendre pour le bien de l'enfant, même si ça a échoué. Donc, c'est juste à les pointer. Alors, les rares personnes qui vont voir un médiateur familial sont les personnes qui veulent sauver leur couple, qui ne veulent pas, qui veulent vraiment tout tenter avant de divorcer. Et là, c'est une thérapie familiale chez des personnes qui utilisent des techniques thérapeutiques modernes qu'on appelle dites courtes, non lacaniennes et non freudiennes. Lacanienne. Et je vais vous dire franchement, c'est un business, hein, parce que je ne connais pas beaucoup de couples qui ont été en thérapie et qui ont réussi à sauver leur couple. Hein. Donc, je pense que malheureusement, beaucoup de thérapeutes se présentent comme étant potentiellement des personnes qui peuvent, à l'aide de l'outil systémique et de thérapie brève, alors qu'en réalité, au bout du compte, la personne, au contraire, elle va précipiter son divorce ou sa séparation. Oui. Oui. Donc, on ne se substitue certainement pas aux médiateurs familiaux, on n'est pas thérapeute, et j'espère être plus que ça, puisque, comme je vous l'ai dit, ici, il n'y a pas de notion d'argent, et que on le fait vraiment parce que ça nous apporte quelque chose au niveau humain. Quoi. Alors, il y a une dernière question. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'un manque d'information au niveau de la parentalité? Oui. Moi, je pense que c'est dommage que dans notre société, on n'ait pas des modules d'information disponibles pour les parents qui veulent agir de la façon la plus, comment dirais-je, la plus adaptée à l'enfant d'aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas une chose, la parentalité des personnes qui ont des enfants qui sont nés en 2000 n'est pas la même parentalité que ceux qui sont nés en 2005, en 2010, en 2015, en 2024. Et je vais même aller plus loin. C'est que pour les parents qui mettront au monde des enfants en 2030, la parentalité devra encore de nouveau être redéfinie parce que les enfants, les générations ont des particularités et on
c'est pas inné en fait. Être parent, c'est pas inné, ça s'apprend. Et certainement pas nos parents n'auront pas pu nous fournir le bagage, puisque déjà il y a plus d'une génération de différence. Ouais. Alors ma formation, je suis éducatrice, ça c'est vrai. Donc j'ai un diplôme d'éducatrice, de professeur, voilà, d'enseignante, maman de 3 enfants et socio-esthéticienne. Moi, je suis donc technicien de travaux. Et je suis un ancien athlète de haut niveau. Et donc, pour atteindre des objectifs lorsqu'on est athlète de haut niveau, on regarde toutes les difficultés qu'il faut traverser pour atteindre son objectif. Donc voilà, je fonctionne comme ça avec les. Du coaching, hein, je fais du coaching. En fait, je fais ce que j'explique dans la page de présentation. Je fais du coaching tel que j'ai été coaché quand j'étais athlète de haut niveau et je reproduis la même chose parce que c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne et c'est un accompagnement qui fonctionne. Voilà, je me sers de mon expérience. Bon alors voilà, moi je pense qu'il va falloir se décider à s'arrêter parce qu'il faut vous libérer votre temps parce que vous faites vraiment quelque chose de génial. On a fait 1h20 de live que j'ai vraiment adoré. Et donc si vous avez une dernière chose à dire ou si Jean-Luc a une dernière question à poser, je pense que par respect, on va libérer Samira et Fabrice. Non, moi, c'était pas une question, c'était avoir eu le plaisir de découvrir cette méthode qui, je crois, est le projet de vie, c'est justement le mélange du parent et de l'enfant. Une fois que la séparation, on va dire, elle est actée, et donc là, on consolide, on crée des fondations pour justement pouvoir bâtir une nouvelle maison, en gros. Je sais pas si c'est à peu près ça, mais tu as tout résumé, Jean-Luc, je te félicite. Bravo, 20 sur 20. 20 sur 20 sur la définition. Alors moi, j'ajouterais juste une chose en espérant que ça marque les esprits. Le projet de vie, ça permet de montrer au juge que l'enfant va être accueilli dans un environnement avec des repères, et souvent, les repères, c'est le père. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez… Magnifique. Pour le plaisir d'encore des compliments parce qu'il y a énormément de compliments, n'empêche, dans les commentaires. Donc, bravo à vous pour votre temps de parole. C'est le mise en avant des projets de vie et de l'analyse systémique. Prenez soin de vous. C'est les derniers mots. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée.